souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe et maintenant l'espoir, rien plus rien ne sera plus pareil. Rien ne sera plus pareil. Un chat, un chien, un autobus, moto, auto, terminus. J'ai quitté ma cellule, je traverse le couloir, je salue mes amis, je leur dis à plus tard, je ne quitte pas Bordeaux, du moins pas encore, je m'évade dans les mots et la musique de noir, ma vie est un roman, ma vie est une chanson, qui en est l'auteur, c'est toute la question, des questions que je me pose, en vers et en prose, des questions que je me pose, en vers et en prose, des questions que je me pose, en vers et en prose, des questions que je me pose, en vers et en prose, des questions que je me pose, en vers et en prose, des questions que je me pose, en vers et en prose. Je te salue, homme de sens, et je te plaise notre cause. René Villemur, bienvenue parmi les souverains. Anonyme. Souverain. Anonyme. Souverain. Anonyme. Souverain. Anonyme. Bonjour René. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Ça va très très bien, très très bien. Au nom de tous mes amis souverains, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, je suis honoré d'être avec vous. Tu es un philosophe. Ta spécialité, c'est l'éthique. Depuis une dizaine d'années, tu t'intéresses à la gestion éthique des organisations. Ce qui nous intéresse dans cette rencontre avec vous, c'est de nous pencher sur nos rapports avec l'éthique. Sur la première page du site web, on peut lire cette phrase. Nommer, c'est donner du sens. Nous, ici, à Souverains Anonymes, nous essayons de mettre les mots sur les mots pour nommer les choses et leur donner du sens. C'est notre démarche éthique. Si l'éthique concerne les organisations, il concerne d'abord les individus. Comme tu sais, peu importe qui on est, où on se trouve, nous sommes confrontés à des situations qui exigent de nous l'application d'une éthique, surtout lorsqu'on se trouve dans un rapport de pouvoir. Aujourd'hui, moi et mes amis ici, nous allons faire des témoignages et nous t'invitons à réagir. Je me permets d'ouvrir le débat. Je suis en dedans. C'est peut-être parce que dans ma vie, j'ai manqué un peu d'éthique. J'ai fait des choses sans faire attention aux conséquences que cela a sur ma famille, sur les gens que j'aime,
sur mes amis. Si je ne veux plus que ma famille, mes amis, tous les gens que j'aime, puissent me voir revenir en dedans, j'ai un choix à faire. Ne plus remettre mes pattes ici. Je travaille beaucoup là-dessus. Je fais des efforts pour ne plus revenir ici. C'est mon éthique à moi. Ça, c'est fort intéressant. Le point de vue dès le départ, il y a l'éthique parce qu'il y a les autres. S'il n'y avait pas d'autres, l'éthique seule sur une île déserte, ça ne sert à rien. Mais nos actions ont des conséquences, bien sur nous avant tout, mais sur les autres qui sont proches de nous, ou même ceux qui sont plus loin. Alors, l'éthique, c'est quoi? C'est avant tout faire attention. C'est avant tout penser aux autres. C'est avant tout avoir un peu moins de soi et un peu plus des autres. Et ça, c'est très important parce que dans la vie aujourd'hui où tout va vite, on est porté à se dire qu'est-ce qui est bon pour moi et on va le chercher tout de suite. Mais il ne faut jamais oublier que l'on vit en groupe. Et puis, la vie en groupe suppose de penser un peu plus aux autres, en général. Et ce n'est pas un jugement. C'est une parole qui a été énoncée il y a peut-être 3000 ans par les philosophes. On a inventé le train, Internet, on est allé sur la Lune, mais l'humain reste le même. Et l'humain doit faire attention aux autres. Alors, s'il y a quelque chose à retenir de ton témoignage que je trouve très, très pertinent, c'est on est un parmi les autres, mais on n'est jamais seul. Et n'étant pas seul, il faut tout de même faire très attention à ceux qu'on aime, parce qu'ils nous aiment en retour. Alors, comme vous savez, l'éthique, selon moi, c'est un genre de comportement qui s'applique entre le pouvoir et les contre-pouvoirs. Et vous savez, dans la société qu'on vit aujourd'hui, le pouvoir prend plus de place par rapport au contre-pouvoir. Mm-hmm. Mais est-ce que l'éthique ne devrait pas normalement mettre de l'harmonie entre le pouvoir et les contre-pouvoirs? L'éthique devrait assurément être présente du moins former une sorte de contre-pouvoir. Parce que, avant tout, il faut distinguer le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire quelque chose à quelqu'un, de l'autorité. L'autorité, on la reconnaît. Bon, il y a des autorités religieuses, mais il y a des autorités civiles, il y a toutes sortes d'autorités. Et puis, exercer le pouvoir, ça peut être tyrannique. Exercer l'autorité, c'est plus inspirant. Alors oui, dans les relations, soit de subordonné à supérieur, ou dans des relations même entre les institutions, l'éthique suggère encore là de dire « je vais faire attention parce que ceux avec quoi je suis en interaction, c'est pas des cages, c'est pas des briques, c'est des humains. » Donc il faut, oui, faire attention. Le contre-pouvoir, ici en Amérique, on trouve que les médias le font, mais ils le font pour certains sujets et ils le font pas pour vous. Ça, c'est certain. Alors, pour l'instant, vous êtes souvent sans contre-pouvoir. Et puis, je crois que la parole articulée sur le plan de l'éthique pourrait vous aider beaucoup. Parce que vous allez parler au nom de valeurs. Et le pouvoir, à quelque part, doit concilier avec les valeurs. Donc, c'est important d'aller le chercher. Et puis, tout au long de cet après-midi, on va revenir beaucoup sur le concept de valeur. Parce que c'est pas parce qu'on est en dedans qu'on n'a pas de valeur. Ça, pour moi, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Bonjour René. Bonjour Patrice. Moi c'est Patrice, enchanté. L'autre fois j'avais une conversation avec une de mes amies au téléphone concernant l'argent. La conversation était sur le fait que quand que j'avais des belles voitures, quand j'avais du beau linge, quand j'avais de l'argent dans les poches, mon plaisir et mon bonheur étaient tout le temps plus amplifiés. Mm-hmm. Je me sentais plus important dans mon entourage. Mais à chaque fois que je perdais de l'argent ou à chaque fois que je touchais le bas fond, je réalisais que mon bonheur était beaucoup moins grand, que je me renfermais. Je me demandais, est-ce que le plaisir et le bonheur sont rattachables à l'argent? Puis, qu'est-ce que les gens pensent par rapport à nous là-dedans? Le bonheur, il n'est jamais hors de soi, hors de nous-mêmes. Mm-hmm. C'est, à quelque part, si on met le bonheur dans la possession de quelque chose, on peut la perdre. Mais la pire des choses, c'est se perdre soi-même. Et puis, je crois que des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent, on ne les a pas voulues. Mais ils nous forcent à dire, à retourner en nous-mêmes puis se dire, je pense que si on se connaît bien,
si on s'accepte bien, puis on finit par bien s'aimer aussi en bout de ligne, là, il y a une forme de bonheur qui va être intérieure, et puis le reste devient accessoire. On l'aime quand même, mais on ne peut pas faire reposer là-dessus parce que ça nous est prêté de l'extérieur. Ouais. Les voitures, la compagnie ou quoi que ce soit. C'est pas... la seule chose qui nous est pas prêtée, c'est nous-mêmes. Donc, je pense qu'il y a une question de se connaître et de trouver un peu qui on est là-dedans. Puis ça n'empêche pas d'avoir des belles choses. Hein. C'est justement... Mais sans la connaissance de soi-même, puis l'estime aussi de soi, hein. Surtout. C'est difficile, ça. Sans ça, on compense par des choses qu'on peut perdre. Et quand on les perd, ben, on a une double perte. On s'est perdu soi-même, puis on perd les choses qui allaient avec. Et c'est là souvent, on se ramasse avec le menton au sol. Oui. Tu sais, par rapport à ce que les gens pensent de nous pour qu'est-ce qu'on a dans les poches, c'est là qu'il faut que, en tout cas, moi, je parle pour moi, il faut que j'apprenne à voir au-delà de tout ça, tu comprends? Parce que souvent, je vois le regard des gens par rapport au fait que qu'est-ce que j'ai dans les poches, puis on dirait que quand que je me retrouve dans une situation que là, j'ai plus d'argent, on dirait que je perçois le regard des gens qui est différent par rapport à moi. Ah non, je pense que le regard change. Hein? Dans une société, celle que l'on est ici, là, qui est très individuelle, on valorise beaucoup soi-même et les possessions de soi-même. Puis on en est venu plutôt à utiliser les autres comme des objets. Fait que l'objet est attirant parce qu'il y a une voiture, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a une maison. Mais si l'objet est pas attirant parce qu'il n'y a plus de voiture, de maison, on le laisse tomber. Puis moi, je voyage beaucoup pour faire des conférences à travers le monde. Puis je vais dans par exemple, l'Afrique du Nord, où le côté de famille, même l'Afrique de l'Ouest, le côté famille est très important. Et nonobstant si on a des choses ou pas. Hein? Mais tandis qu'ici, avec l'isolement de chacun, c'est drôle. À chaque fois que je reviens au Québec, puis je vois les maisons de l'avion en haut, je vois des paquets de clôtures. Et puis ça, tout le monde a son petit coin, sa petite clôture, puis tout se passe là. Okay. Mais il faut qu'on retrouve l'essence d'aimer le voisin parce qu'on l'aime bien et non pas parce qu'il y a telle chose. Mais c'est facile de se laisser entraîner parce qu'on valorise beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit dans les émissions de télé? Ils sont riches, ils ont des gens autour d'eux autres. Et puis ça, quand on était un jeune homme, c'est attirant. Ouais. Honnêtement, là. Mais c'est juste que ça, c'est la télé. C'est pas la vraie vie. Il n'y a pas personne qui vit comme ça, sauf 2-3. Alors, je pense que de retourner à soi, puis de se dire, je suis quelqu'un de bien. Et ça, c'est important. Malgré que... malgré que. Parce que si toi, tu ne l'assumes pas, les autres ne l'assumeront pas. Et donc, ils vont chercher autre chose en toi. Je suis bien content de vous avoir parlé. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Patrice. Merci de bien. Bonjour, mon nom est Salif. Bonjour, Salif. Moi, c'est très court, là, mon affaire. C'est... Toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'être un militaire. J'ai fait les cadets de l'air pendant 6 ans. Et après ça, j'étais admis à l'armée canadienne pendant un certain temps. Mais j'ai commencé à penser, à réfléchir qu'un jour, si le Canada allait en guerre contre un pays musulman ou africain, je devais aller combattre mes frères, tu comprends? Et c'est comme... J'ai réfléchi pendant quelques années. Après, c'est comme je me suis retiré de l'armée parce que je ne voulais pas aller combattre mes frères dans l'armée. Moi, c'est ça comme mon éthique, you know? Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Irak et en Libye, je suis content pour ma conscience que je ne suis pas allé là-bas tuer des innocents peut-être, et tu comprends? Ah oui. Ça, c'est l'exemple parfait d'une objection de conscience. On se dit, moi, je ne peux pas concevoir qu'on va aller tuer des gens. Bon, mes gens. Mais même là, je suis certain que tu pourrais dire des gens. Des gens, oui. Ouais, c'est ça. On peut aussi dire des gens. Ah oui, parce que l'éthique, c'est un peu ce qu'on choisit de faire. Pour donner un petit peu de chair à l'argument, l'éthique, c'est le sens à donner à une conduite. Puis, quand on dit le sens, c'est comme de dire la direction. Puis, quand on n'a pas de direction dans la vie, sur le chemin, là, on s'égare. Okay, et quand on s'égare, c'est la faute, souvent, qui nous rattrape. Ouais, c'est la faute. Fait que c'est certain que d'avoir un sens à donner, puis l'objection de conscience, c'est un sens à donner. Les gens peuvent dire, c'est pas légal ce que tu as fait en voulant... ça pourrait être de l'insubordination, mais la conscience, c'est plus haut que le règlement. Pour moi, le règlement, c'est important, mais c'est pas tout.
Et puis la conscience, quand on est en paix avec soi-même, je parle d'une vraie réflexion comme tu sembles l'avoir fait. Ah ben, moi j'admire ça. Puis la politique que l'on voit au Canada, qui est très militariste, il y en a qui doivent l'approuver. Ouais, Mais il y en c'est a ça. beaucoup qui la désapprouvent. Ouais, il a déjà prouvé. Et nous aussi, nous, on est comme juste des mercenaires, quoi. Mais ce que les gens voient moins, moi je me promène encore là beaucoup dans des pays, et puis autrefois le Canada ou le Canadien, avec un passeport canadien, là, on trouvait que c'était un bon. Oui, c'est un bon. Maintenant, on trouve que c'est un méchant. Oui, c'est depuis Depuis 10 ans, à peu depuis près. le gouvernement. Oui, qu'on- c'est ça. On a la même objection de conscience, hein? Mais maintenant, nous-mêmes en voyageant et en étant contre ces frappes-là, on devient la cible. On devient de la cible. Ouais. Alors, je pense qu'il faut exercer l'objection de conscience. C'est une bonne idée. Avoir une conscience dans la vie, c'est... Quand on regarde ce qui se passe en Irak et en Libye, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là dès le début? Dès le début. aussi. Puis c'est triste parce que souvent, dans les histoires militaires, on fait fi de la culture des gens. Et là, la culture, je ne parle pas de niveau d'éducation, là. Chaque pays a sa culture propre, ses traditions, ses rituels, son histoire. Et puis quand on arrive avec des gros sabots et on veut effacer l'histoire, ça ne fonctionne pas, effacer l'histoire. C'est ça. c'est Donc, ça. je trouve ça très non éthique de penser effacer l'histoire et de croire que ça va fonctionner. Vraiment, c'est une erreur. Donc, bravo pour la conscience, hein? Merci, merci. Mais ma question que je voulais vous poser, là, elle porte sur la police. Et comme vous voyez, à Montréal, il y a plein d'incidents aussi avec la police. Si vous devez concevoir une déontologie policière, quel serait le point le plus important? Ça, c'est une excellente question, puis c'est un sujet que je connais bien. Je vais le prendre dans la grande image. Les gens qui sont au comité de déontologie policière, donc ceux qui apprécient les policiers, là, ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qui se passe dans la rue. Ils devraient faire de la patrouille, premièrement. Oui. Et là, ils verraient qu'est-ce qui se passe. Ils verraient les actions des policiers. Parce que pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est le rapport seulement. Oui, c'est juste le Mais rapport. je dirais que l'individu qui est policier aujourd'hui, c'est pas le même individu qu'il y a 20 ans. Oui, ça, Et puis aujourd'hui, je dirais que l'action est plus prompte et puis c'est plus dur un peu envers les citoyens. Et ça, j'ai un peu de difficulté. J'ai travaillé avec des policiers pour tenter de changer le regard là-dessus. Les policiers, ils ont peur aujourd'hui, en partant. Hein? Oui, Ils je restent sais, dans la ça, voiture, je ils vous sais. interpellent de loin. Oui. Ils devraient comprendre les gens. Première des choses. Et on ne comprend pas les gens dans une voiture avec les vitres montées. Et on ne Ça comprend pas aussi, les gens en oui. regardant l'ordinateur non plus, dans l'automobile. Puis, on peut dire qu'il y a eu des vertus sur le communautaire et tout, mais on devrait connaître. Les gens dans la rue, c'est pas des numéros, c'est des citoyens. Ça aussi. Et puis, il y a des erreurs qui se font, d'accord, pour des citoyens, mais c'est des citoyens quand même. Alors, la déontologie policière, oui, on devrait mixer les gens de pas mal plus près. Et on verrait que la vie n'est pas facile parfois, et puis qu'ils devraient avoir un second regard sur les événements. Surtout, il faut qu'ils vont dans les quartiers ethniques aussi, Oui, oui. plus... Absolument. Les gens devraient bien connaître. Un policier, là, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va aller vous arrêter. C'est quelqu'un qui devrait vous aider. qui nous aident. Et puis, bon, parfois, quand ça ne fonctionne pas, il y a d'autres actions. Mais la répression, pour moi, c'est en deuxième. La première action d'un policier, c'est de vous aider, à quelque part. Et puis, ça, on dirait que cette page-là, on l'a oublié un petit peu dans le livre de police. Et puis, encore là, je vois beaucoup les gens aujourd'hui, quand j'observe, qui demeurent à l'intérieur du véhicule, ils hésitent à sortir. Et quand ils sortent, ils ont parfois peur et ils agissent un peu prématurément. C'est mon opinion. Je n'engage pas la Ouais, police ouais, avec ouais, ça. ouais. Mais je crois que quand on connaît quelqu'un, on est moins porté à le bousculer. Et quand on le connaît pas puis qu'on a peur, ben là. C'est là Et que- puis quand on a peur, pourquoi est-ce qu'on est policier? Alors c'est un bon défi. Et puis ça, je souhaite que ça puisse s'améliorer parce que le vivre ensemble, c'est à la base de l'éthique. Donc, c'est le rapport avec les autres, comme on disait à Patrick tantôt. C'est le rapport avec les autres, et les autres qui soient blancs, qui soient noirs, qui soient employés, qui soient sans emploi. on C'est est un la citoyen. même race. C'est la même race, c'est la race humaine et c'est la race de citoyens, carrément. Je trouve qu'il y a des réactions qui sont des préjugés très forts actuellement, et puis ça ne peut pas durer. C'est ça, il faut aller les parler. Merci beaucoup pour Hey. votre conseil. Merci beaucoup. Bonjour, cher René. Bonjour. Mon nom, c'est Carl. Bonjour, Carl. Mohamed a fait passer une vidéo de toi ici, qui a pris sur ton site Internet, concernant les règles d'éthique. J'ai trouvé ça pas mal bien. Pourquoi? Parce que
on est dans une prison ici. Puis des fois, dans une prison, c'est comme un organisme, c'est une... comment je peux dire ça? Organisation? Une organisation. Oui. Puis dans toute organisation, il faut qu'il y ait des règles d'éthique. Puis, quitte que ce soit administrateur, visant les sous-traitants et compagnie, puis tout ça, des grades, visant les détenus aussi, puis tout ça, ils doivent avoir un certain code d'éthique qui fait que tout ça doit fonctionner. Oui. Moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est si toi, tu aurais à rédiger un document sur une prison, quelles seraient tes priorités sur l'éthique? Ça, c'est fort intéressant et merci beaucoup pour la question. Oui, quand on est dans une organisation, un groupe, disons, là, il y a des règles. On écrit des règles. Puis les règles, ça vise à quoi? Ça vise à ce que la vie soit harmonieuse, en gros. Bon, dit grandement, là. Ouais. Mais les règles, ils peuvent pas dire tout. On peut pas tout écrire. Non, On peut pas tout écrire parce que sinon, on écrirait toujours et on n'arriverait nulle part. Mais quand on écrit une règle, pourquoi est-ce qu'on l'écrit? Puis généralement, il y a des valeurs sous les règles. OK. Mais ça vise à nous empêcher. La règle, elle nous dit, réfléchissez pas tous les jours, ça va être correct. Là. Mais il y a des valeurs derrière. Et moi, si j'étais ici, j'écrirais une valeur, simplement. Et ça serait celle du respect. Celle du respect, maintenant, je vais vous donner un petit peu de contenu avec ça. OK. Parce qu'il y a une différence si je dis je respecte les règles puis je respecte Paul. C'est pas la même chose. Hein? Quand on dit je respecte les règles, ça veut dire obéir, ça. Ouais. Mais ça, c'est simple, c'est bête. Ouais. Mais le respect, quand on veut le rendre utile ici, là, on fait un petit cours de philo, d'accord? OK. Ça va au-delà. Oui, ça vient de deux mots latins, le respect. Ça vient de re, puis tous les mots qui commencent par re, là, retourner, refaire, à dire, répéter, revoir, ça veut dire deux fois. Puis spectre, ça veut dire regard. Fait que le respect, ça devrait être un second regard que l'on porte sur la situation afin de ne pas heurter inutilement. OK. Autrement dit, peut-être que j'ai le droit de te retenir, mais est-ce que je devrais te retenir? Peut-être que j'ai le droit de te donner une sentence, mais est-ce que je devrais te donner une sentence? Le respect, c'est une retenue. OK. C'est une retenue de la part de toi, puis de la part de l'autre aussi. Les deux, hein, ça marche réciproque. Ouais, ouais. Et puis c'est ça qui manque souvent dans les collectivités, c'est qu'on dit respect, mais dans le fond, on ne pense pas à la retenue. Et puis cette retenue-là, ça rend les choses plus harmonieuses parce que c'est plus rond. La règle, c'est cassant. OK. Tandis que le respect, il est plus rond. Si j'avais écrire un code ici, il y aurait une page. Hein? Et ça parlerait de respect. Parce qu'une fois qu'on se respecte, les règles sont inutiles. Vrai. Bon, alors, c'est de cette manière-là. Puis je trouve que c'est... Dans la vie, même si on dit souvent le mot respect, là, dans le fond, on n'en voit pas si souvent que ça. Puis, je t'invite à faire un test. OK. D'accord? Tu retournes dans ton aile plus tard, puis tu demandes aux collègues ou aux gardiens, c'est quoi le respect? Puis les gens vont avoir de la difficulté à dire qu'est-ce que c'est, puis ils vont dire, ben, c'est respecter. Oui, mais c'est plus que ça. C'est se retenir. C'est se retenir même si j'ai le droit. Donc, je n'hésiterai pas à m'en servir. Puis c'est un argument très philo, hein, mais il est très fondé. Ouais, c'est songer. Oui, le respect, c'est un peu moins de soi, un peu plus des autres. Mais moi, je vais te mettre dans une situation. Mais la situation c'est moi avec une bouteille. Oui. Moi, je regarde la bouteille. J'ai aucun respect pour une bouteille, c'est une chose. C'est une chose. Mais ce que je fais après que j'ai consommé cette bouteille, moi, la philosophie, tout ça, là, ça part. Là, le bon sens, là, tout part. Oui. Il n'y a plus d'éthique, là. Ben là, il va y avoir les règles. Ouais. C'est un pacte, hein? Un pacte, on dit on veut bien vivre ensemble. Mettons que le critère, c'est le respect, on fait attention. Mais quelqu'un dérape. Puis ça peut arriver, là. Ouais, c'est Quelqu'un pas- dérape. Ben, généralement, il y a des conséquences au dérapage. OK. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit vous ne devriez pas faire ça, et vous le faites. Ah, bien. La deuxième fois, il ne vous dira pas vous ne devriez pas faire ça, il va vous dire un peu plus fort. Évidemment, à bout de ligne, il va y avoir une sanction. Puis c'est malheureux parce que la sanction, c'est la dernière étape. Parce qu'une fois qu'on a sanctionné quelqu'un, qu'on lui a privé de liberté, par exemple, ben, il ne reste plus grand-chose. Vrai. Alors, c'est pour ça que quand on parle des relations dans une prison, dans le fond, il faut voir que les gens, les détenus, ce qui vous reste, c'est un petit bout de liberté. Et à chaque fois qu'on vous en enlève un petit bout, c'est difficile. C'est une décision qui est lourde de sens. Mais en même temps, le détenu doit se dire, est-ce que j'ai pas un peu tiré un peu fort des fois? Ouais, il y a Bon, ça. donc la retenue, là, doit être des deux côtés. Autant le gardien qui dit, je devrais peut-être pas, même si j'ai le droit.
mais le détenu devrait se dire, est-ce que je devrais, même si j'ai le droit? C'est la réciprocité. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a toujours comment je peux te dire ça? Il faut s'entendre que le gardien, c'est un être humain. OK? Il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a tout ça. Puis nous autres aussi, on est des êtres humains, on peut se lever le matin, on n'est pas de bonne humeur, puis on n'a pas envie de se voir la face. Puis lui non plus, il n'a pas envie de nous voir la face. Mais il est obligé de venir ici parce que lui, c'est sa job. Oui. Mais il n'est pas content de sa job. Ça, il se revenge sur nous. Il n'y aura pas une éthique pour ça aussi? Mais lui, c'est pas retenu. Ah, bon, tu vois, c'est clair. Non, mais c'est ça. Regarde bien, je vais prendre ton exemple. Ouais. Toi, demain matin, tu n'as pas le choix, tu es ici. Ouais. Lui, il a le choix, ben, il a choisi son travail, là, mais c'est un travail qu'il a choisi. Ouais. OK? Mais si, dès son arrivée, il tombe dessus, toi, tu ne pouvais pas être ailleurs, là. Ouais, c'est vrai. Donc, la retenue, elle doit s'exercer partout. Puis des fois, là, honnêtement, on va perdre on les perd, la retenue, là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, là, quand on perd la retenue, on sort de l'éthique. Et là, on entre dans ce qu'on appelle les normes puis les sanctions. Ouais. Mais un gardien qui abuse, lui aussi peut être sanctionné de son côté. On va se dire que ça n'arrive pas souvent. Et ça, si ça n'arrive pas souvent, puis c'est comme pour les policiers, quand on pose une question en déontologie, là, c'est drôle, en déontologie, on se dit, mettons, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Puis dans les plaintes qui sont retenues, il n'y en a pas beaucoup qui sont trouvés coupables. Ça, il y a un petit vice du système, et je le disais à Salif tantôt, il faudrait que les gens connaissent mieux la réalité des autres. Tous les gens là, qui sont en déontologie policière ou en déontologie des gardiens, s'ils connaissaient un petit peu plus des fois la réalité, ils seraient portés à dire « je comprends ». Moi, j'ai eu appelons ça la chance ou la malchance, néanmoins, j'ai fait une trentaine de nuits de patrouille de police pour voir un peu c'était quoi le travail d'un policier. Et puis, de voir que certains abusaient de leur pouvoir, que d'autres, au contraire, étaient trop relax, de sorte que la personne qui est en face d'elle, elle en faisait plus encore. C'est compliqué de faire régner l'ordre. Donner un juste niveau à tout ça. Oui, c'est compliqué. Parce que, admettons qu'on sait où est la ligne, mais tu l'as dit tantôt, je me lève puis je suis pas de bonne humeur, moi, là. Donc, la ligne, elle vient de bouger un peu. Ouais, c'est Et là, ça. le deuxième aussi, t'es pas de bonne humeur. Donc là, c'est plus flou. Alors, c'est pas juste de savoir la droite ligne, c'est qu'on est humain. Ouais. Et puis, je pense que si on connaît pas les autres personnes, ça ira pas bien. Vous êtes philosophe en même temps, je crois. Donc, Oui. j'ai une question de philosophie à vous poser. La question est simple. Moi, je suis. OK? Je suis un être. Oui. Et le gars qui est à côté de moi, que ce soit un détenu ou un gardien, lui aussi, il est là, il est présent, c'est un être. L'harmonie qui est supposée de régner entre nous en tant que juste être humain, sans regarder le grade et tout ça, là. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quand même du respect au départ. Puis après ça, viennent les grades puis tout ça. Donc, il ne faut pas que ça soit l'opposé. Non. Si quelqu'un entre face à toi, puis il dit « parce que je suis tel niveau, tu vas donc faire ça », c'est un abus. C'est ça. D'accord? C'est ça, Puis, je disais. les gens, vous savez, vont vous donner un petit truc. Les gens disent des fois, on fait des pressions indues. Toute pression est indue. C'est pour ça qu'on appelle ça une pression. OK. Donc, quand on se dit on est deux individus, couleur, race, grade, on importe peu, là. Et donc, on veut, à quelque part, vivre ensemble. On n'a pas le choix, on cohabite ici. Hein? OK. Et puis, il faut savoir de se dire, il y a une petite retenue que je devrais exercer. Puis l'autre aussi, puis c'est pas un contrat qu'on a, là. C'est juste que ça va mieux. Mais si une des deux parties, gardien ou détenu, choisit de ne pas exercer la retenue, bien l'autre, il peut peut-être péter une sa colère. Oui, c'est ça. On se retrouve entre êtres humains. Hein? Ouais. Et puis, il y a, dans la population, sur les grands nombres, OK, on se dit qu'il y a 5 qui sont irrécupérables. Ils peuvent être des colériques comme faux. Là. Ouais. On espère qu'ils ne soient pas gardiens. Tout comme il y a des détenus qui ne sont pas faciles. Ouais, Hein? c'est sûr. La même chose. Donc, mais c'est 5 hein? Dans le 95 on devrait être capable de s'entendre si on y met un peu de bonne volonté. Ouais. Puis l'éthique, ça dit un peu moins de soi, un peu plus des autres. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Bonjour, M. René. Bonjour, Mon nom, Richard. c'est Richard. Moi, ça fait deux jours que j'assiste avec M. Mohamed à des sessions pour essayer de... Moi, j'ai fait un point sur ma vie, puis j'ai eu une vie relativement heureuse, avec des contretemps, naturellement, comme tout le monde. Moi, je suis un itinérant.
qui a connu peut-être un bas fond dans différents domaines. J'ai vécu ça assez sobrement, au niveau pas d'alcool. Consommation de drogue, j'ai arrêté. J'ai réalisé que la vie, on essaye de la garder le plus humainement possible et le plus civilement possible, vivre en relation avec notre société qui se trouve à être nos voisins et de se respecter. Mais moi, la question que j'aurais à vous poser, d'après vous, est-ce que à un moment donné, quand on a affaire à traverser le tunnel, ça fait pas peur un peu? Moi, j'ai vu 4 personnes traverser le tunnel, puis c'était 4 personnes qui m'étaient chères. Puis ça m'a fait prendre une prise de conscience que notre vie, dans le fond, c'est un cadeau. Puis ça tient par un fil. Ah, ça, c'est certain. Je vais compléter votre passé, si vous permettez. D'accord. Ce qui est drôle, parce que la justice, si on veut, de la vie, c'est que, bon, c'est un moment qui nous est prêté. Il est long ou il est moins long. Des fois, il paraît long, mais néanmoins, il est long et il est moins long. Mais quand on est jeune, toujours, ça veut rien dire. On est dans la littérature, avant, on lisait dans le temps qu'il y avait des chevaliers, tout ça. Le monsieur de 22 ans disait à la madame « Je t'aimerai toujours ». Même il mourait à 27, hein? Toujours, c'était court. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est combien de temps toujours. Puis avec, mettons, les progrès de la médecine, des fois, ils nous font durer longtemps. Là, ils ne font pas être, ils nous font durer. C'est pas pareil. Mais la justice, c'est qu'on y passe tous. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là? Si il vous restait 5 minutes à vivre, et puis on vous demandait qu'est-ce que vous allez faire avec les 5 minutes, les chances sont élevées que vous ne me parleriez pas à moi. Vous parleriez peut-être à vos copains, je ne sais pas. Mais souvent, on ne fait pas attention au temps qui passe. On prend pour acquis que ça a toujours été là, ça va toujours être là. Alors que le temps, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas pour combien de temps on en a. Et on appelle ça de la finitude en philosophie. C'est-à-dire que, veut pas, on est fini à un moment donné. Il y a une date, mais on l'ignore. Il y en a qui vont être plus sages, qui vont se dire « je vais faire le mieux dans le temps que j'ai ». D'autres qui vont dire « bof, demain, il y en aura toujours un ». Ceux-là sont surpris d'habitude. Je vais vous donner une petite parabole en philosophie qui disait que les Grecs, à l'époque, dans le 3000 ans, il y avait 4 mots pour dire le temps. Nous, on n'en a conservé qu'un seul, puis on a perdu 3 mots, mais 3 sens. Les Grecs, ils disaient qu'il fallait qu'on soit capable de faire le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun. Il fallait savoir quand agir. Puis mettons qu'on plante une graine de maïs au mois de mai, bien, même si on danse autour et on fume du pot, elle va pousser au mois d'août. Donc, le timing, c'est important. Et le timing, c'est de savoir quand faire les choses. Puis des fois, je disais, moi j'ai un grand garçon qui a une 20aine d'années maintenant, mais quand il grandissait, je lui disais, peut-être que tu as raison, mais évalue si tu as intérêt à avoir raison maintenant. Ça, là, quand on est dans une relation de pouvoir, c'est fondamental, savoir est-ce qu'on a intérêt à avoir raison maintenant. Donc, il y a un côté timing qu'il faut savoir dans la vie. Deuxièmement, il y a un côté qui appelait scoler, c'est-à-dire apprendre. Notre vie, on devrait apprendre tout le temps. Je ne parle pas d'aller à l'école, mais d'être attentif, d'apprendre, de regarder les autres, de parler aux autres. On apprend beaucoup plus en parlant aux autres qu'en lisant un livre. C'est clair, parce qu'on le vit. Ouais. Le 3e temps, il disait, il fallait débattre. Vous avez des amis, osez vos idées. Gardez-les pas pour vous, restez pas à l'intérieur, parlez avec les autres. Fait qu'il y avait le temps de débattre, le temps d'apprendre, puis le temps de savoir quand agir. Mais il y avait un 4e temps, puis c'est celui qu'on a gardé. Puis malheureusement, hein, c'est le temps de travail. Le temps où on est productif, efficient puis efficace. Ce temps-là, c'est juste une parcelle du temps. Mais on traite notre vie en voulant être productif. On passe notre vie à dire toujours alors qu'on peut mourir demain. Le futur n'est pas assuré. Alors, je pense qu'il faut réaliser ce cadeau-là qu'on a eu aujourd'hui. Puis on a des difficultés dans notre vie, hein, chacun à nos niveaux différents. Mais ces difficultés-là, il faut s'en servir pour grandir. Il y avait un autre philosophe que je vais vous citer la dernière fois qui disait ceci. On ne peut pas dire qu'un homme est heureux avant qu'il soit passé outre, parce qu'il peut y arriver toutes sortes de choses à ce temps-là. Donc, un homme est réputé heureux après avoir vécu. Alors, moi, je vous invite à vivre. Ben moi, je vous remercie beaucoup, parce que il y a beaucoup de commentaires qui ont été dits, mais j'écoute votre... c'est une très bonne philosophie de vie. Moi, je profite de ma vie au maximum présentement. Je suis un petit peu arrêté, mais par contre, j'ai pas d'idée suicidaire, puis la vie va continuer en sortant d'ici. Puis elle va continuer de la manière que je la vis, que je la vois. Le plus longtemps possible, parce que je ne sais pas combien de temps que j'ai à vivre. Une journée à la fois, c'est ça l'important. Ben, c'est très important. Puis rappelez-vous, vous avez mentionné le suicide, là. Vous savez que le suicide, il advient quand? Quand on pense que le suicide, c'est mieux que vivre. Quand on pense que ce qui est à venir est tellement pas bon qu'on va en finir. Puis je vais vous dire que plus on a vécu dans la vie, plus on sait que c'est pas une solution. Parce que le futur, on le crée nous-mêmes. Et puis si on veut... Je ne veux pas juger les gens qui se sont suicidés, mais ils ont quand même dit c'est mieux ça que ce qui s'en vient.
Parce que les autres, ils ont décroché. C'est ça. Ils n'ont pas su voir peut-être la lumière au bout du tunnel. Mais Ouais. tant qu'il y a de la vie, il y a une lumière au bout du tunnel. Moi, j'ai demandé des questions à mon père à l'âge de 8 ans. J'ai dit, dans mon père, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie? Moi, d'après leur mentalité, c'était des grosses familles. Mon père il m'a dit, si tu vas avoir de quoi dans la vie, travaille puis tu vas l'avoir. Ça, c'est une façon de penser que je respectais énormément à l'époque parce que c'était la ligne de conduite qui m'était dictée de mes parents. Mais par contre, j'ai réalisé en vieillissant, moi, j'ai eu tout eu. J'ai eu l'argent, les entreprises, pas l'entreprise, j'en ai eu plus 2-3 fois. Puis je me suis ramassé à la rue. Puis mon père m'a accueilli les bras ouverts comme un enfant prodigue parce que c'est son seul fils. Mais moi, comment je me suis senti face à ça, c'est que quand tu te ramasses à 38 ans, que tu retournes chez ton père, t'es comme mal à l'aise parce que t'as comme échoué ta vie. Puis moi, j'ai eu droit à des reproches pendant 10 ans de la part de mon père qui était pas méchant. C'était un homme rendu malade par la vieillesse. Mais par contre, sur son lit de mort, on s'est pardonné. Mais moi, j'ai copé 10 ans de psychologie mentale que j'ai eu de la misère à avoir, à digérer. Mais par contre, et à gérer. Mais maintenant, j'ai fait le deuil là-dessus parce que maintenant, ils sont plus là. Et puis, j'essaye de vivre ma vie du mieux que je peux sans écraser personne. Mais par contre, aujourd'hui, je réalise que j'aime mieux être dans la rue que d'avoir bien de l'argent parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Puis l'argent est prêté. Et si on pense Tout que est c'est ça... prêté. Oui, tout est prêté. Fait que si tout là, c'est notre bonheur, préparez-vous à pas être... c'est compliqué. Tu sais, les parents nous ont élevés avec leur génération, avec ça. Le travail fort, puis tout va te réussir, c'est ce qu'ils voulaient pour nous autres. Mais il y a du monde qui travaille fort toute leur vie et qui ne réussissent pas, hein? Puis c'est pas des mauvaises personnes. Puis il y en a, c'est drôle, hein, qui ont travaillé une fois pas si pire, puis que tout leur est... Mais encore là, sont-ils heureux? Hein? Que le bonheur, c'est quoi? C'est de pouvoir acheter tout le monde? Ben, sur le coup, oui. Jeune, sur le coup, là, c'est une grosse soirée, le bonheur. Mais on se rend compte au fil du temps que c'est pas mal plus large que ça. Puis que travailler, la principale place qu'on travaille, c'est sur nous-mêmes. C'est bien important. Et ça, sur nous-mêmes, ça peut nous rendre heureux. Parce que travailler juste pour dire « je vais obtenir des choses », malheureusement, puis on dit ça à quelqu'un de jeune, il va dire « ben non ». Mais malheureusement, c'est pas ça la clé. La clé, c'est d'être capable de regarder vos amis dans les yeux puis de dire « bonjour », qu'avoir des relations avec les gens. C'est la chose la plus riche. Qu'est-ce qui nous prive le plus dans la vie? C'est être seul. Quand on est seul au monde, là on n'a plus rien. Et c'est compliqué. Il ne reste que soi, la petite étincelle qui vous fait briller. Oui, mais il nous reste quelque chose, de la liberté. Ah la oui? liberté de penser. Moi, je suis seul dans la vie. Ah oui? J'ai des, comment je pourrais dire, j'ai des oncles, des tantes, des cousins, des cousines que j'ai pas vus depuis 13 ans. Mais par contre, j'ai accepté ça. Parce que je pourrais dire que ça m'a déçu un peu de dire qu'il y a des gens qui m'ont considéré quand j'ai eu de l'argent. Quand j'en ai plus, si j'appelle pas, ils n'appellent pas. Mais ça, c'est plus important dans mon livre à moi. Moi, mon livre, c'est que moi, j'ai à poursuivre mon chemin parce que malgré l'âge que je suis rendu, j'ai encore le cœur de vouloir puis d'apprécier cette vie qui est quand même belle parce qu'on n'a rien qu'une. Puis demain, je sais pas, il n'est pas rendu. Alors demain, c'est toujours demain. La plus importante, c'est aujourd'hui. Absolument. Puis j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Je vous remercie Merci beaucoup. monsieur. Bonne même. Bonjour, M. Villemur. Mon nom, c'est Martin. Je suis content de vous recevoir au Souverain Anonyme. Bonjour, Martin. On a lu et on a regardé la documentation qui nous a été fournie par Mohamed sur l'éthique. Et pour nous, détenus en centre de détention, c'est un mot qui prend tout son sens. Non pas seulement dans la structure du centre de détention, mais en ce qui me concerne personnellement, sur la structure de ma propre vie. Je vais y aller avec une question, mais d'abord, une petite mise en contexte. Moi, ma vie était totalement désorganisée, puis je suis ici, évidemment, parce que j'ai fait des mauvais choix. Je sais que ma présence ici est pas fortuite. J'ai fait de mauvais choix, je dois assumer, etc. Je me demandais jusqu'à quel point nos dirigeants politiques respectent le code d'éthique auquel ils sont soumis. Selon vous.
Je viens de vous répondre en faisant « Ah! » Mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Tout le monde va être d'accord avec l'éthique. Quand on dit « Est-ce que c'est important? » Tout le monde dit « C'est important. » Mais maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On a souvent l'impression qu'ils violent leurs propres paroles. D'accord? Bon, on n'est pas toujours dans leurs chaussures, mais il y a des cas qui semblent difficiles à réconcilier, en effet. Il y a des cas qui, moi, quand j'observe la vie publique, ça m'apparaît comme étant « je dis gauche, mais je m'en vais à droite ». Et puis c'est pour ça qu'on ne croit plus dans ces gens-là. Ben, c'est un fait parce que nous, communs des mortels, travailleurs, Ouais. quand on est à l'extérieur, puis tout ça, on est soumis à des règlements qui sont de plus en plus nombreux. Plus il y a de nouvelles situations, puis il y a de nouvelles règles auxquelles on doit se conformer, puis tout ça. Puis on a l'impression que eux, qui sont censés être un modèle, hein, on parle de l'État, tout de même, si c'est pas banal en soi, d'autant plus qu'ils prêtent serment lors de leur nomination, puis tout ça. Et puis, ce sont les premiers à se foutre des règles qui eux-mêmes se sont votées ou au niveau du gouvernement, ça me laisse pantois, moi, quand je vois que ça nous fait des promesses, ça s'engage, et puis... Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'un élément que vous avez mentionné, c'est qu'ils transgressent les règles qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Ouais. Donc ça, on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas, là, Non. à quelque part. Puis, je regarde, on a une élection ces jours-ci. Là. Oui. Puis les gens se disent, est-ce qu'on va voter pour un ou pour l'autre? On a le choix entre quoi? Quelque chose qui goûte pas bon, quelque chose qui sent pas bon, puis quelque chose qui est pas joli. Fait que non, mais c'est embêtant. C'est C'est pas... une belle caricature. Non, mais c'est parce que moi, je vais vous dire, sur le plan politique, là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un politicien qui dit « j'ai une idée pour Ouais. la société ». Là. Puis regardez, c'est ça mon idée. Là. J'en vois plus qui disent « bon, j'aimerais ça être élu ». Puis une fois élu, ben, j'aimerais ça être réélu. Mais l'idée dans la politique, là, quand on regarde en Catalogne, ils ont un débat sur la séparation, Ouais. là, puis quand ils font une manifestation, ils sont 1 million dans la rue. Bon, ça doit vouloir dire quelque chose. Je suis pas catalan, je prends pas position, mais ça semble avoir un rêve. Au Québec, notre rêve, c'est d'équilibrer les finances. Vous savez, comme rêve, là, Ben, c'est un rêve politique. c'est un rêve comptable. Ouais, en fait. vous avez Un rêve raison. comptable, vous savez, dans la vie, les comptables, c'est pas des poètes. Hein? Non, Alors, vraiment pas. c'est comme si un projet politique, il n'y en avait pas. Fait qu'entre-temps, les gens font quoi? Ben, ils profitent de leur passage, je crois. Je parle pas de fraudeurs, là. Je parle juste qu'il n'y a peut-être pas les bonnes personnes aux bons endroits, souvent. Vous avez probablement raison. Ouais, ça m'interpelle beaucoup. Moi aussi. Parce que il y a des gens qui sont carrément allés s'acheter une carrière, c'est-à-dire, je vais être là, je serai député, je ne veux Absolument. pas vraiment être ministre, hein, je suis correct, et je vais être bien traité. Mais des gens qui ont du cœur, aujourd'hui, on leur dit, tais-toi. Ouais, Parce c'est que un- c'est rendu la démocratie des chefs. Les vrais engagés là, sont rares. Ah ben non, parce que le système veut... Quelqu'un qui arrive avec une idée au Parlement, là, la discipline de parti va lui dire, non, parle pas. On parle surtout pas. Puis là, pourquoi est-ce qu'on irait là-bas? Fait que en résultant, qui est-ce qui va là? Ben, ceux qui veulent parler, ils vont pas. C'est un fait. Moi, souvent dit, viens en politique. Puis c'est drôle, on m'a demandé de tous les partis. J'imagine, ouais. Oui, mais c'est drôle, c'est que tous les partis demandent. Fait qu'on se dit, c'est pas important ce que je passe, tant que je suis là. Mais en même temps, on sait que quand tu arrives là-bas, il y en a un qui parle dans le parti, puis c'est le chef. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je serais pas un bon député et je parlerais trop. Et je parlerais trop, puis je suis capable de critiquer. Je critiquerais même mon bord, parce qu'à un moment donné, l'éthique, ça cherche le juste. On n'est pas d'accord avec tout. Hein. Ben c'est ça. Puis on devrait être capable de le dire qu'on n'est pas d'accord. Puis si ma gang n'est pas d'accord, ma gang n'est pas correcte, je serais capable de leur dire aussi. Mais ça, on veut pas de ça. On veut des gens qui vont être plus obéissants. Des gens qui vont consentir à dire, regarde, t'es bien récompensé, fais ton temps, toi aussi. Et puis vas-y. Mais moi, il y a une grande désillusion politique, honnêtement, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'idée. Puis je vais vous conter une anecdote. Moi, j'ai écrit un article en 2004 à peu près qui s'appelle « Le portrait du vide ». Puis c'est une analyse très cynique de la politique. Puis à chaque élection, je l'ai envoyé dans les journaux, puis il a été republié à chaque fois. Puis il n'y a rien qui a changé. Le texte, il n'y a pas une virgule qui change dedans. Donc depuis au moins 10 ans, il n'y en a pas d'idée. Même sans avoir lu, le titre est assez révélateur. Eh bien, c'est ça, portrait du vide, c'était plein de rien. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a pas un qui nous fait rêver. On n'a pas de mouvement. Et puis ça, suivre un comptable, ben, c'est plate. C'est plate, en effet. C'est ça. Fait que donc, c'est le fétiche du déficit zéro, ça nous inspire pas. Puis je comprends que dans la vie, il faut équilibrer des finances, ça va, là, mais c'est pas le but. Ça reste une partie du problème parce que si on revient peut-être à un niveau plus terre à terre, vous me permettrez une dernière question. Oui. Là. On part de l'État, puis on revient à l'individu. On sait que, ou je crois savoir, vous êtes le spécialiste en éthique, mais je pense savoir que l'éthique, c'est un respect de valeurs qu'on se dicte. Croyez-vous qu'un citoyen
comme celui que je deviendrai à la sortie, parce que je suis en réhabilitation, je suis en rétablissement, je suis à cœur, je crois au système de rétablissement. Croyez-vous que j'ai absolument besoin d'une éthique, d'une ligne de conduite, d'un règlement, ou que mes simples valeurs, avec une rigoureuse honnêteté, peuvent suffire? Moi, je pense que les valeurs suffisent quand on est au clair avec ces valeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'honnêteté presque tout le temps. Non. C'est l'honnêteté ou ça ne l'est pas. Là. J'ai parlé de rigoureuse honnêteté. Ben, c'est ça, exactement. Avec soi-même. Je pense que des valeurs, c'est quelque chose de fondamental, personnel comme collectif, là, et puis on devrait s'appuyer là-dessus plutôt que de dire « je vais interdire toutes sortes d'affaires ». Une relation où on interdit tout à tout le monde, c'est plate. On part perdant. On part perdant. Tandis que moi, je préfère faire le pari sur l'humain. Puis il y en a qui font des erreurs. Hein. J'ai toujours dit, moi, dans mes relations, les gens que je rencontre, j'aime autant rencontrer une personne de trop une fois me faire avoir qu'une pas assez. Pensez-vous que le système carcéral engage sur l'humain? S'engage sur l'humain? Il pourrait s'engager plus. Ah oui? Oui. Je connais pas les fins détails de tout. Hein. J'ai eu une petite expérience autour, mais je connais pas les fins détails de tout, mais on s'engage jamais assez envers l'humain. Et puis, quand on s'engage pas, on le surveille. Puis c'est un système de, quand je dis de s'engager, il y a un système de confiance réciproque à aller chercher. Parce que si on n'a pas confiance, si j'ai pas confiance en vous, moi, je vais vous vérifier, je vais vous checker, je vais vous surveiller. Ouais. Mais si j'ai confiance, ça enlève le besoin de surveillance. Puis, je veux pas tout le monde, c'est plus relax un petit peu aussi. C'est le contraire qui se produit parce qu'on sort d'ici avec des listes de conditions, de choses à ne pas faire. Oui. Bien, je vais vous dire une chose. Quand on parle d'éthique dans les médias, là, on parle pas d'éthique, on parle de manquement. Ouais. Fait qu'on dit, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Il n'y a personne qui dit à l'autre, il y avait plein d'éthique, lui. Puis c'est drôle parce qu'on n'en parle que par les fautes. Mais on ne devrait pas éduquer les gens à la faute. On la connaît, la faute. Ouais. On devrait éduquer à la non-faute. Et ça, c'est pas fait. C'est pas fait dans les écoles pour les jeunes. Autrefois, ça pouvait s'appeler la bienséance. C'est pas fait parce que les familles sont plus dispersées qu'avant. C'est pas fait parce qu'elles sont moins nombreuses qu'avant, les familles. Il y a un paquet de raisons. Mais en bout de ligne, faire le pari sur l'humain, c'est gagnant. Puis moi, je suis pas un grand partisan de l'encadrement puis de la surveillance. Il y en a, ça en prend, là. Mais je veux dire, pour moi, ça devrait être le dernier recours. Le premier, c'est on va se parler. Et puis, généralement, on peut atténuer beaucoup de problèmes. Puis c'est drôle, hein? Moi, encore là, en voyageant à travers le monde, en rencontrant des peuples de toutes les religions, couleurs, hein? L'humain, c'est le même. Et puis, il peut appeler sa croyance A, B ou C, là. Mais quand on établit que le lexique veut dire telle chose, on s'entend bien. Ben, c'est les cultures qui nous différencient. Jean-Jacques Rousseau disait que l'enfant venait au monde naturellement bon, que c'était la société qui le corrompait. Absolument. Rousseau n'a pas eu d'enfant, mais... non, c'est pas vrai. Il y a eu un enfant, ça n'est pas occupé. Mais c'est vrai que la société, à quelque part, elle nous conditionne. Mais moi, je pense qu'en me promenant un peu partout, je voyais qu'il y avait du bon partout. Je suis allé dans des pays de guerre, dans temps de guerre, puis je voyais du monde qui était bon. Maintenant, la guerre, c'est-tu le citoyen qui l'a décidé? Ben non. Généralement, non. C'est ce qu'on discutait en préparant la rencontre pour vous annonçant la semaine passée qu'entre nous, même en prison, ici, on rencontre des individus, des gens là, remplis de bonté. Puis, tu sais, beaucoup qui disent « Ah, c'est en prison, c'est juste la violence. » Non, c'est pas vrai. C'est pas connaître, ça. C'est pas vrai, non. Mais regardez aujourd'hui... Parce que derrière chaque détenu, il y a un individu. Hein. Mais c'est sûr. Puis l'individu, ben, il y a ses peurs, il y a ses joies, puis il y a ses attentes, puis il y a quelque chose. Aujourd'hui, la guerre, elle est de plus en plus inhumaine. Je veux dire, autrefois, face à face, c'était dur, mais on disait, on peut pas poignarder. Il y avait une quelqu'un. psychologie. Oui. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit, je suis à Washington, puis je dirige un missile sur une grotte à quelque part, ils pèteront toutes. Mission accomplie, peu importe. Et ça, ben, c'est pas humain. Puis tantôt, je parlais de respect. Le respect, on dit c'est un second regard pour ne pas heurter inutilement. Ben, on peut pas heurter des choses, mais on peut heurter des gens. Et les gens, c'est ce qui importe. Donc, l'éthique, c'est ce que l'on est et non ce que l'on fait. C'est ce que vous me dites? L'éthique, elle se traduit dans nos actions. Mais si on s'appuie sur des valeurs fortes, là, chez nous, bien, les actions devraient suivre. En gros, on doit être en cohérence, sinon on va avoir des problèmes de cohérence soi-même. Mais je pense que de réfléchir à nos valeurs, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Puis les valeurs, bien, il y a des choses comme la loyauté, l'intégrité, l'honnêteté. Il y en a plusieurs, là. On ne fait pas tout ça, mais on en fait certaines de celles-là. Puis les valeurs, on les choisit parce que ça représente un défi. On dit que c'est important le respect parce que le non-respect, c'est horrible. Et ça, on en fait l'expérience. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est important, parce que le manque est horrible. Fait qu'il faut le dire. Puis, je le répète souvent, le respect, c'est souvent retenir un geste, c'est faire attention. Puis, des fois, dans une relation avec l'autre, c'est un peu automatique. Puis moi, j'ai tendance à dire, « Hey, arrête 2 secondes, tu y as-tu pensé? » Puis, toujours bien 1 fois sur 2, la personne fait « OK », puis ça ramène sur terre. Mais je le laisserai à tous les fois pareil. Un jour, on va comprendre. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça répond à mes questions. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.
René Villemur. Le dernier philosophe que nous avons reçu ici, à Souverain Anonyme, c'est Normand Baillargeon. Je n'étais pas là, mais ce que j'ai compris dans son intervention ici, la philosophie aide à vivre. Toi, dans ta démarche éthicienne, tu veux aider les gens à vivre entre eux, surtout dans le cadre d'une organisation. Dans ce monde où règne la guerre du pouvoir, la tricherie, la corruption, n'a plus que jamais besoin d'un code d'éthique. Merci René de nous avoir honorés de tes lumières. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très touché. Puis c'est un plaisir de venir vous parler parce que qui qu'on soit dans la vie et où qu'on soit, l'éthique, c'est l'agir juste. Puis on désire tous de la justesse. On désire tous en recevoir. Puis on nous en demande, puis c'est le fun de pouvoir en donner. Fait que oui, l'éthique, c'est bien vivre. Et l'éthique, c'est bien vivre avec la justesse. Dans le juste. L'action peut être légale ou illégale, mais est-elle juste? Et ça, c'est important. Alors, j'espère que ça a pu contribuer à éclairer un petit peu, mais moi, je suis touché par l'invitation. Merci beaucoup. Et au nom de tous mes amis souverains ici sur place, je vous déclare souverain anonyme. Souverain anonyme. Souverain anonyme.